Mon partenaire en affaires a dit à nos investisseurs, j'ai bâti cette entreprise seul. Il ne faisait que se présenter aux réunions. Ils l'ont cru. Je n'ai pas discuté. Je suis simplement sorti et j'ai appelé mon avocate. Au matin, il a appris qui détenait réellement les brevets. La salle de conférence sentait le café cher et l'ambition. 23 investisseurs. Je les ai comptés pendant que Marc installait son ordinateur portable, le connectant au projecteur avec cette confiance décontractée qu'il avait perfectionnée en 3 ans de partenariat. 23 personnes représentant environ 11 millions d'euros en financement de série B. Le genre d'argent qui ferait passer notre entreprise de jeune pousse prometteuse à acteur légitime. Notre entreprise. Sauf que Marc n'arrêtait pas de dire « mon entreprise » dans ses courriels de préparation. Je me suis dit que c'était juste le trac. Juste Marc étant Marc. Un peu trop centré sur lui-même, mais finalement inoffensif. Nous étions partenaires. Partage à 50-50. Propriété égale. Nous avions signé les documents dans le bureau de son avocat 30 mois auparavant. On s'était serré la main, on avait parlé de construire quelque chose qui comptait. La présentation a commencé à 10h07 du matin. Marc a cliqué sur la première diapositive. Notre logo, celui que j'avais conçu à 2h du matin dans mon garage, en ajustant les pixels jusqu'à ce qu'il semble parfait. Sécurité épurée, moderne, professionnelle. Bonjour, a dit Marc en affichant ce sourire. Celui qui m'avait convaincu de m'associer avec lui au départ. Chaleureux, digne de confiance. Merci à tous d'être ici. Je suis Marc Fournier, fondateur et président-directeur général de Securitech. Fondateur, au singulier. Mon estomac s'est légèrement noué, mais j'ai refoulé cette sensation. Une question de sémantique. Il voulait probablement juste dire qu'est fondateur et il a oublié. Marc a cliqué sur la diapositive suivante. Ma diapositive. Celle qui montrait notre algorithme de chiffrement propriétaire, la percée qui avait rendu tout le reste possible. 3 ans de recherche, 18 mois de développement, d'innombrables nuits dans mon garage à coder jusqu'à ce que mes yeux me brûlent et que mes mains soient prises de crampes. Voici ce qui rend Securitech spécial, a dit Marc. Un chiffrement de niveau militaire qui est réellement convivial. J'ai passé 2 ans à développer cet algorithme. La plupart des chiffrements sont soit sécurisés, soit accessibles, jamais les deux. J'ai résolu ce problème. Pas nous. Mes mains sont devenues froides. L'architecture technique est complexe, a poursuivi Marc, faisant défiler des diapositives que j'avais créées, expliquant des concepts que j'avais découverts. Mais l'innovation fondamentale est élégante. Vous voyez ce cheminement ici? C'est ce qui rend possible la sécurité et la vitesse simultanée. Il m'a fallu 18 mois pour trouver ça. Une investisseuse a levé la main. Diane Lefebvre, associée directrice chez Horizon Capital. Je l'avais rencontrée 2 fois auparavant. Elle avait posé de bonnes questions, des questions techniques, du genre à montrer qu'elle comprenait réellement la technologie au lieu de simplement jeter de l'argent sur des mots à la mode. Marc, c'est un travail impressionnant, a-t-elle dit. Et votre partenaire, Daniel? Elle m'a regardé. Quel est votre rôle ici? Marc a souri. Ce sourire facile et charismatique qui donnait aux gens envie de lui faire confiance. Daniel est excellent pour le soutien moral, a-t-il dit. Il se présente aux réunions, donne son avis sur les présentations, mais soyons honnêtes, il a fait un geste vers l'écran, vers mon algorithme, vers mon architecture, vers mes 3 années de travail, j'ai bâti cette entreprise seule. La salle a hoché la tête. Plusieurs investisseurs m'ont regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Pauvre Daniel, l'ami qui s'est laissé porter, le poids mort. J'étais assis là, les doigts tapotant contre la table de conférence mon tic nerveux, celui qui rendait Marc fou attendant qu'il se corrige, qu'il rie et dise qu'il plaisantait, qu'il reconnaisse que j'avais construit chaque ligne de code fonctionnant actuellement sur nos serveurs. Il ne l'a pas fait. Il a continué à parler. Un autre investisseur s'est penché en avant. Thomas Dubois, investisseur en capital risque, diplômé de HEC Paris. 20 ans d'expérience inscrit sur son costume coûteux. Donc, nous investissons réellement dans la vision et l'exécution de Marc, son expertise technique. Exactement, a dit Marc. Il se tenait plus droit maintenant, se nourrissant de leur attention. Daniel est un type sympa, fiable, mais cette entreprise existe grâce à moi. Les nuits blanches,
le sacrifice, l'innovation, tout ça, c'est moi. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti sous la table. Un texto de Sophie, l'assistante de direction de Marc, celle qu'il avait embauchée il y a 6 mois. Je suis tellement désolé. Il m'a dit de réserver cette réunion sans vous communiquer l'ordre du jour. Je pensais que vous saviez. Donc, c'était planifié. Ce n'était pas une erreur, ni le trac, ni Marc qui se laissait emporter par le moment. C'était délibéré. Marc est passé à la diapositive suivante. Celle sur notre trajectoire de croissance, notre acquisition d'utilisateurs, nos projections de revenus, toutes basées sur la technologie que j'avais créée. Pour l'avenir, a-t-il dit, je pense qu'il est logique de restructurer la propriété. Faire venir quelqu'un avec une véritable expertise technique pour remplacer Daniel dans un rôle opérationnel, quelqu'un qui peut contribuer au niveau dont l'entreprise a besoin. Daniel peut rester à titre consultatif s'il le souhaite. Un ajustement des parts pour refléter les contributions réelles. À titre consultatif. Ajustement des parts. Dans l'entreprise que j'avais fondée avec la technologie que j'avais inventée. Un investisseur, dont je n'ai pas retenu le nom, a même ri. C'est logique. Sans vouloir vous offenser, Daniel, mais vous ne pouvez pas vous attendre à une propriété égale quand vous ne faites pas un travail égal. La salle a murmuré son approbation. Je me suis levé. 23 paires d'yeux se sont tournés vers moi. J'ai pris mon ordinateur portable, mon carnet, mon sac. Où vas-tu ? A demandé Marc, son sourire fléchissant très légèrement. Une fissure dans la performance. À la maison, ai-je dit. Ma voix était calme, étrangement calme. Vous n'avez clairement pas besoin de moi ici. Daniel, allons. Il s'est approché de moi, la main tendue comme pour calmer un cheval effarouché. Ne sois pas dramatique. Je ne suis pas dramatique. Tu viens de dire à 23 investisseurs que je me présente aux réunions et que j'apporte un soutien moral, que je ne fais pas un travail égal. Alors je m'en vais. Bonne chance pour ta présentation, Marc. Je suis sorti. La porte de la salle de conférence s'est refermée derrière moi avec un léger déclic. Le couloir était silencieux. Mes mains tremblaient. J'avais rencontré Marc 3 ans et demi plus tôt lors d'un événement de réseautage pour jeunes pousses à Paris. Je travaillais seul depuis 6 mois à ce moment-là, développant l'algorithme de chiffrement dans mon garage à Saclay. J'avais les compétences techniques diplôme en informatique de l'école polytechnique, 8 ans en tant qu'ingénieur principal dans diverses entreprises technologiques. Mais je n'avais aucune expérience des affaires, aucun contact, aucune idée de comment transformer ma percée en une véritable entreprise. Marc avait le problème inverse. Une maîtrise en administration des affaires de HEC Paris, 5 ans dans le capital risque, un réseau qui incluait la moitié des investisseurs de la French Tech, mais aucun produit technique. Il cherchait quelque chose sur quoi bâtir une entreprise. Nous avions parlé pendant 2 heures à cet événement de réseautage. Il avait immédiatement compris ce qui rendait mon algorithme de chiffrement spécial. Ça pourrait être énorme, avait-il dit. Des contrats militaires, des clients d'entreprise, peut-être même des applications grand public. Mais tu as besoin d'aide pour le commercialiser. Il avait raison. Je ne pouvais pas le faire seul. J'étais un codeur, pas un homme d'affaires. J'avais besoin de quelqu'un qui pouvait présenter aux investisseurs, négocier des accords, nouer des partenariats. Nous avions créé l'entreprise 1 mois plus tard. Partage à 50-50, partenaires égaux. Marc s'occuperait des affaires et de la collecte de fonds. Je m'occuperais de la technologie et du développement de produits. Cela avait merveilleusement fonctionné pendant 3 ans, du moins c'est ce que je pensais. Maintenant, assis dans ma voiture dans le parking souterrain sous les bureaux loués par Marc, je rejouais chaque conversation que nous avions jamais eue, chaque réunion, chaque décision, cherchant le moment où, nous, était devenu, je, dans son esprit. Quand, partenaire, était devenu, fardeau, quand, créateur, était devenu, soutien moral. Mon téléphone a sonné. Jeanne Moreau, mon avocate, celle que j'avais engagée lorsque nous avions créé l'entreprise, à l'époque où j'avais été assez intelligent pour me protéger légalement, même si j'avais personnellement confiance en Marc. Jeanne, ai-je dit, j'ai besoin que tu rédiges une mise en demeure de cesser et de s'abstenir ce soir. Daniel ? Sa voix était vive, alerte. Que s'est-il passé ? Marc vient de dire à une salle pleine d'investisseurs qu'il a bâti l'entreprise seul, que je ne fais que me présenter aux réunions, que je ne fais pas un travail égal.
Il prévoit de restructurer la propriété et de me pousser vers un rôle consultatif. Silence à l'autre bout du fil. Puis, Daniel, rappelle-moi, au nom de qui sont les brevets? Au mien. Tous les 7. Je les ai déposés individuellement avant même que nous formions l'entreprise. Tu m'avais dit de le faire, tu te souviens? Je m'en souviens très clairement. Et l'algorithme de base, l'architecture de chiffrement? J'ai écrit chaque ligne seule dans mon garage, 6 mois avant même que Marc ne sache que ça existait. Et le contrat de licence de propriété intellectuelle? J'ai fermé les yeux, me souvenant. L'entreprise me loue tous les brevets personnellement. L'avocat de Marc a suggéré cette structure pour économiser sur les impôts des sociétés. Il a dit que ce serait plus efficace. Je pouvais entendre le sourire de Jeanne à travers le téléphone. Oh, il est fichu. À quelle vitesse peux-tu agir? Papier rédigé en 2 heures, déposé au matin. Daniel, veux-tu vraiment faire ça? Une fois que nous aurons envoyé cette mise en demeure, il n'y aura pas de retour en arrière. L'entreprise ne pourra plus utiliser aucun de tes brevets. Tout le développement de produits s'arrête. Toutes les ventes s'arrêtent. Tout s'arrête. Il m'a appelé soutien moral, ai-je dit doucement. Devant 23 investisseurs. Il a planifié ça. Il allait prendre tout ce que j'ai construit et me mettre dehors. Alors, assurons-nous qu'il comprenne exactement ce qu'il est en train de perdre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assis à ma table de cuisine, la même où j'avais esquissé le premier cheminement de chiffrement sur une serviette en papier il y a 4 ans, examinant chaque document de notre partenariat, chaque courriel, chaque texto, chaque conversation Slack, cherchant des preuves, construisant mon dossier. Il y avait des centaines de messages où Marc reconnaissait mon travail, où il me remerciait d'avoir résolu des problèmes techniques, où il déclarait explicitement que j'avais créé la technologie de base. Marc, 14 février 2022, 23h43, mec, tu es un génie. L'optimisation que tu as codée vient de réduire le temps de traitement de 60%. On va tout déchirer avec ça. Marc, 3 juillet 2022, 8h17, les investisseurs ont adoré la démo. Ton algorithme est ce qui rend cette entreprise précieuse. Merci d'avoir construit quelque chose d'aussi incroyable. Marc, 29 novembre 2022, 15h22, l'architecture de chiffrement de Daniel est le fondement de tout ce que nous faisons. Sans son innovation, nous ne serions qu'une autre entreprise de sécurité. Ce dernier provenait d'un courriel adressé à des investisseurs potentiels. Il y a 7 mois. Quand il était commode de reconnaître mes contributions, avant qu'il ne décide que j'étais dispensable. À 6 heures du matin, mon téléphone a sonné. Marc. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Il a rappelé à 6h03, 6h07, 6h12, 6h15 16 fois en 90 minutes. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. À 7h42 du matin, Jeanne a envoyé un texto, mise en demeure de cesser et de s'abstenir livré à Marc Fournier et Securitech. À compter de 7h41 ce jour, l'entreprise n'a plus le droit d'utiliser aucune de vos technologies brevetées. Tous les produits doivent être retirés de la vente immédiatement. Tout développement doit cesser. Toute violation entraînera une action en justice immédiate. À 8h03 du matin, mon téléphone a explosé. Marc qui appelait, les investisseurs qui appelaient, notre personnel qui appelait. Sophie, l'assistante de Marc, qui textotait, que se passe-t-il? Marc perd la tête. Les avocats sont là. Tout le monde panique. J'ai retourné mon téléphone sur la table et je me suis fait un café. Laissez sonner. À 9h17 du matin, Marc a appelé pour la 23e fois. J'ai répondu. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Il hurlait. Hurlait vraiment. Je ne l'avais jamais entendu élever la voix en 3 ans. Tu ne peux pas retirer les brevets. Tu vas détruire l'entreprise. Ton entreprise. Ai-je dit calmement. Celle que tu as bâtie seule? Tu te souviens? Daniel, je ne le pensais pas comme ça. Si, tu le pensais. Tu l'as dit devant 23 investisseurs. Tu as tout planifié. Tu allais restructurer la propriété et me mettre dehors. Sophie m'a dit que tu ne m'avais délibérément pas communiqué l'ordre du jour de la réunion. Silence. Le genre de silence qui confirme tout. Je veux renégocier, a-t-il finalement dit. Sa voix était différente maintenant, plus petite, désespérée.
On peut arranger ça. Non. Daniel, je t'en prie. Les investisseurs sont furieux. Si nous ne pouvons pas livrer de produits, si nous ne pouvons pas développer de nouvelles fonctionnalités, l'accord est mort. L'entreprise est morte. On dirait que c'est ton problème. Je suis ton partenaire. Non, ai-je dit. Tu as dit que je ne faisais que me présenter aux réunions. Tu as dit que je fournis un soutien moral. Les partenaires ne disent pas ça. Les partenaires ne prévoient pas de se restructurer mutuellement pour se chasser de leur propre entreprise. Que veux-tu? Sa voix s'est brisée. Plus de part, le contrôle des votes, ma démission, dis-le, n'importe quoi. Rends-nous juste la licence des brevets. J'ai pris une gorgée de café. C'était du bon café. Un mélange éthiopien. Je l'avais acheté avec les revenus de l'entreprise, des produits construits sur ma technologie. Je veux que tu appelles chacun de ces investisseurs, ai-je dit, et que tu leur dises la vérité. C'est fait. Je le fais tout de suite. J'enverrai des courriels. Pas de courriel. Une conférence téléphonique aujourd'hui avec les 23 investisseurs et moi en ligne, à l'écoute. D'accord. Oui. N'importe quoi. Tu vas leur dire que tu as menti hier, que j'ai créé la technologie de base, que j'ai écrit chaque ligne de code, que je détiens tous les brevets, que sans moi, il n'y a pas de Securitech. Je le ferai. Je le jure. Et ensuite, ai-je continué, je veux que tu démissionnes de ton poste de président-directeur général. Que tu cèdes tes parts. Que tu signes un document admettant que tu as délibérément déformé les contributions pour tenter de m'escroquer de ma participation. Et ensuite, tu t'éloignes de l'entreprise que j'ai bâtie. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. C'est de la folie, a-t-il finalement murmuré. Je serai ruiné. Ma réputation, ma carrière, tout. Tu as essayé de me ruiner en premier, ai-je dit. La différence, c'est que j'ai réellement construit quelque chose qui valait la peine d'être ruiné. Je te poursuivrai en justice. Vas-y. J'ai posé ma tasse de café. J'ai 7 brevets à mon nom. J'ai le dépôt de code original montrant que chaque modification a été faite par moi. J'ai des centaines de courriels et de messages où tu as reconnu que j'ai créé la technologie. J'ai 23 témoins d'hier qui t'ont entendu me traiter d'inutile. Tu perdras, Marc, et ça te coûtera tout ce qu'il te reste. Sa respiration était saccadée. Tu détruis tout ce que nous avons construit. Non, ai-je dit. Je protège tout ce que j'ai construit de quelqu'un qui a essayé de le voler. J'ai raccroché. La conférence téléphonique a eu lieu à 14 heures. Jeanne avait rédigé les paramètres. Les 23 investisseurs, Marc, moi, Jeanne, l'avocat de Marc, un type nommé Bertrand, qui avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. La voix de Marc tremblait tandis qu'il parlait. Je ne l'avais jamais entendu paraître faible auparavant. Incertain. C'était presque satisfaisant. Presque. Je dois clarifier certaines déclarations que j'ai faites hier, a-t-il commencé. Sur la technologie, sur les contributions, sur qui a bâti Securitech. Silence sur la ligne. 23 investisseurs, à l'écoute. L'algorithme de chiffrement de base, la technologie brevetée qui rend notre produit possible, a été entièrement créée par Daniel Lambert, pas par moi. Daniel l'a inventé, développé et a déposé les brevets avant même que nous formions l'entreprise. Il a fait une pause, a dégluti de manière audible. J'ai déformé ses contributions hier. J'ai laissé entendre que j'avais bâti la technologie seule. Ce n'est pas vrai. C'est Daniel qui l'a bâti. J'ai fourni l'expertise commerciale et les contacts, mais l'innovation réelle, le produit réel, la valeur réelle. C'est entièrement Daniel. Diane Lefebvre l'a interrompu. Donc, hier, c'était un mensonge. Oui, a dit Marc doucement. Pourquoi mentiriez-vous sur quelque chose comme ça? La voix de Thomas Dubois était glaciale. Nous sommes sur le point d'investir 11 millions d'euros. Nous avons besoin d'informations exactes sur qui crée réellement de la valeur dans cette entreprise. Silence. Parce qu'il prévoyait de me forcer à partir, ai-je dit, mes premiers mots de l'appel. Il allait restructurer la propriété pour réduire mes parts et faire venir quelqu'un d'autre. Mais il y a un problème avec ce plan. Je pouvais sentir qu'ils écoutaient. Les brevets sont à mon nom.
Le contrat de licence de propriété intellectuelle donne à Securitech la permission d'utiliser ma technologie, mais cette permission peut être révoquée. Depuis ce matin, elle a été révoquée. L'entreprise n'a actuellement aucun droit légal d'utiliser l'algorithme de chiffrement qui fait fonctionner le produit. La ligne a explosé. Plusieurs personnes essayant de parler en même temps. Responsabilité légale, diligence raisonnable, désastre, information complètement faussée. Bertrand, l'avocat de Marc, a tenté de reprendre le contrôle. Mesdames et messieurs, nous pouvons résoudre cela. Daniel est évidemment contrarié, mais nous pouvons renégocier les termes de la licence. Non, ai-je dit. Nous ne le pouvons pas. Parce que Marc vient d'admettre sur une ligne enregistrée qu'il a délibérément déformé les contributions aux investisseurs. C'est de la fraude, et je ne renégocie rien avec quelqu'un qui a commis une fraude. Daniel, a dit Diane prudemment. Que faudrait-il pour que vous rétablissiez la licence? La démission de Marc, la cession totale de ses parts, des aveux signés et une déclaration publique à la presse sur ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas être sérieux, a dit Bertrand. C'est. Je suis tout à fait sérieux. Ce sont mes conditions. Thomas Dubois a pris la parole. Marc, est-ce que ce que Daniel dit est vrai? Prévoyez-vous de le restructurer pour le faire partir? Silence. Répondez à la question, a dit Diane. Je pensais, la voix de Marc était à peine audible, je pensais que ce serait mieux pour l'entreprise si j'avais plus de contrôle, si nous faisions venir quelqu'un avec une expertise technique plus approfondie. Je n'essayais pas de voler quoi que ce soit. Je voulais juste. Tu voulais juste prendre l'entreprise que j'ai bâtie, ai-je dit, en utilisant la technologie que j'ai inventée, et me pousser vers un rôle consultatif pour que tu puisses t'attribuer le mérite de mon travail. Cet appel est terminé, a dit Bertrand brusquement. Marc, ne dis plus rien. Le mal est fait, a dit Jeanne. Nous avons tout enregistré. 23 témoins. L'aveu de fausse déclaration de Marc. La propriété claire de Daniel sur la propriété intellectuelle sous-jacente. Si Securitech veut continuer à fonctionner, elle a besoin de la coopération de Daniel, et les conditions de Daniel ne sont pas négociables. L'appel a sombré dans le chaos. Les investisseurs exigeant des réunions d'urgence du conseil d'administration. Bertrand essayant de menacer de poursuites judiciaires. Marc ne disant rien. Et moi, assis dans ma cuisine, écoutant l'entreprise que j'avais bâtie se déchirer parce que la personne en qui j'avais confiance avait décidé que j'étais dispensable. Marc a démissionné 3 jours plus tard. Il a tout signé. L'aveu de fraude, la cession des parts, la déclaration publique. Il n'avait pas le choix. Sans la licence des brevets, Securitech ne pouvait pas fonctionner. Les investisseurs avaient été clairs, soit Marc partait et je restais, soit ils retiraient leur financement et poursuivaient tout le monde pour fraude. Marc a choisi la survie, de justesse. Le communiqué de presse est sorti un vendredi après-midi. Marc Fournier a démissionné de Securitech pour poursuivre d'autres opportunités. Daniel Lambert, créateur de la technologie de base de l'entreprise et détenteur de tous les brevets associés, assumera le rôle de président-directeur général. D'autres opportunités. C'est ainsi que nous appelions cela quand quelqu'un se faisait prendre à essayer de voler l'entreprise de son partenaire. Les blogs technologiques ont repris l'histoire en quelques heures. Pas la version aseptisée du communiqué de presse, la vraie histoire. Quelqu'un l'avait divulgué. Peut-être l'un des investisseurs. Peut-être Sophie, l'assistante de Marc, qui avait été horrifiée par ce qu'il avait fait. Le cofondateur de Securitech a tenté d'évincer son partenaire qui détient tous les brevets, titrait un article. Le président-directeur général démissionne après avoir admis une fraude aux investisseurs, lisait-on dans un autre. La réputation de Marc a été détruite en 48 heures. La communauté du capital risque est petite. Les nouvelles voyagent vite. Le lundi, il était inemployable. J'aurais dû me sentir satisfait, vengé, triomphant. Au lieu de ça, je me sentais juste fatigué. 6 mois plus tard, j'étais assis dans la même salle de conférence où Marc avait essayé de m'effacer. Des investisseurs différents cette fois. Le cycle de financement de série B avait échoué après l'affaire Marc. Trop de drames, trop d'incertitudes. Mais nous nous étions remis, avions rétabli la confiance, fait entrer de nouveaux membres au conseil d'administration, embauché une véritable équipe de direction, et maintenant nous étions en train de clore un cycle de série C, 19 millions d'euros,
menée par Diane Lefebvre de Horizon Capital. J'ai une question, a dit Diane alors que nous finalisions les derniers détails. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté plus tôt? Marc s'attribuait clairement le mérite de votre travail depuis des mois, peut-être des années. Pourquoi laisser les choses en arriver là? J'y ai réfléchi. Parce que je lui faisais confiance, ai-je finalement dit. Je croyais que nous construisions quelque chose ensemble. Que ce partenariat signifiait quelque chose. Je pensais que si je gardais la tête baissée et que je continuais à construire, le travail parlerait de lui-même. Mais ce ne fut pas le cas. Non. Il réécrivait le récit, se faisant passer pour le fondateur de génie, me faisant passer pour l'ami dispensable qui avait été porté. Et je ne l'ai pas vu jusqu'à ce qu'il essaie de le rendre officiel. Diane a hoché lentement la tête. Qu'avez-vous appris? Que la propriété intellectuelle est la seule chose qui compte, ai-je dit. Marc avait les contacts, le charisme, les compétences en affaires, mais j'avais les brevets. C'est ce qui m'a sauvé. Intelligent, a-t-elle dit. Gardez les brevets à votre nom avant de créer l'entreprise. Beaucoup de fondateurs ne pensent pas aussi loin. Mon avocate a insisté, ai-je dit. À l'époque, je pensais que c'était paranoïaque, inutile. Marc et moi étions partenaires. Nous nous faisions confiance. Mais vous avez quand même écouté votre avocate. Oui, j'ai écouté. Parce qu'il y a 3 ans et demi, alors que j'étais enthousiaste à l'idée d'un partenariat, de construire quelque chose de significatif et de changer le monde, Jeanne s'était assise en face de moi dans son bureau et avait dit très clairement, « Daniel, j'espère que Marc est digne de confiance. » Vraiment. Mais l'espoir n'est pas une stratégie juridique. Dépose les brevets à ton nom, juste au cas où. Juste au cas où votre partenaire essaierait de voler tout ce que vous avez construit. Juste au cas où, nous, deviendrait, je, dans son esprit. Juste au cas où vous auriez besoin de sortir d'une réunion et de passer un appel téléphonique qui détruit sa carrière et sauve la vôtre. J'ai vu Marc une fois après sa démission, 3 mois plus tard. Dans un café à Saclay. J'étais là pour rencontrer un candidat potentiel. Il était la seule, ordinateur portable ouvert, l'air plus petit, diminué. Nos regards se sont croisés à travers la pièce. Il s'est levé, s'est approché. Daniel, a-t-il dit. Marc. Puis-je? Il a désigné la chaise vide à ma table. Juste une minute? J'aurais dû dire non, mais j'ai hoché la tête. Il s'est assis. Je suis désolé, a-t-il dit. Pour ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, pour tout. D'accord. Je me suis convaincu que c'était justifié, que j'étais celui qui faisait le succès de l'entreprise, que tu n'étais que le type technique et que je construisais l'entreprise. J'ai perdu de vue qui créait réellement la valeur. Tu as essayé de voler mon entreprise, Marc. Je sais. Il a fixé ses mains. Je suis une thérapie, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait ça. Mon thérapeute dit que c'est l'ego. Que je ne pouvais pas supporter de ne pas être le génie. Que j'avais besoin d'être celui qui avait construit quelque chose à partir de rien. As-tu dit à ton thérapeute que tu avais essayé de commettre une fraude contre ton partenaire en affaires? Il a tressailli. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Que j'ai détruit le meilleur partenariat que j'aurais jamais eu parce que je ne pouvais pas partager le mérite. Nous sommes restés assis en silence. Je travaille dans une société de conseil maintenant, a dit Marc. Niveau subalterne, je repars de zéro. Personne dans le capital risque ne veut de moi. Toutes les entreprises de la French Tech savent ce que j'ai fait. À quoi t'attendais-tu? Je ne sais pas, il s'est interrompu. Peu importe ce que je pensais. J'avais tort. Tu as construit quelque chose d'incroyable et j'ai essayé de le prendre parce que j'étais peu sûr de moi, arrogant et stupide. Oui, ai-je dit. Tu l'étais. Il s'est levé. J'espère que Sécurité réussira. Vraiment. Tu le mérites. Il s'est éloigné. Je l'ai regardé partir. Cette personne en qui j'avais eu confiance, avec qui j'avais bâti une entreprise, qui avait essayé de m'effacer et de voler 3 ans de mon travail. Et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la colère, pas de la satisfaction, juste rien. Il avait déjà tout perdu, sa réputation, sa carrière, son avenir dans l'industrie où il avait passé une décennie à tisser des liens. Je n'avais pas besoin de le punir davantage. La vérité l'avait fait pour moi.
Securitech vaut maintenant 315 millions d'euros. Nous avons conclu le cycle de série C avec Horizon Capital. Embauché une équipe incroyable. Décroché des contrats avec 3 entreprises du CAC 40 et le ministère des Armées. L'algorithme de chiffrement que j'ai développé dans mon garage, celui que Marc a essayé de prétendre avoir bâti seul, protège maintenant les données de millions d'utilisateurs. Je suis le président directeur général, unique fondateur sur tous les documents de presse. 100% des parts, moins ce que j'ai accordé aux employés et ce que les investisseurs possèdent. La semaine dernière, quelqu'un m'a demandé dans une interview ce que j'avais appris de la situation avec Marc. J'y ai réfléchi attentivement. J'ai appris qu'on ne peut pas présumer des bonnes intentions, ai-je dit, même avec les gens en qui on a confiance. Il faut se protéger légalement. Tout documenter. Et surtout, ne jamais céder le contrôle de sa propriété intellectuelle. L'intervieweur a insisté, regrettez-vous de vous être associé à Marc? Non, ai-je dit. Il m'a appris quelque chose de précieux. Il m'a appris que la personne qui détient les brevets détient l'entreprise. Tout le reste, le charisme, les contacts, les compétences en affaires, tout cela est remplaçable. Mais si vous créez quelque chose de véritablement innovant et que vous le protégez légalement, personne ne peut vous le prendre. Pas même votre partenaire en affaires. Surtout pas votre partenaire en affaires. Parce que Marc avait eu raison sur une chose. Je ne faisais que me présenter aux réunions. Je me présentais à des réunions qui discutaient de la technologie que j'avais inventée, des produits que j'avais conçus, des brevets que j'avais déposés, des innovations qui existaient parce que j'avais passé 18 mois dans mon garage à coder jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, à résoudre des problèmes que Marc ne pouvait même pas commencer à comprendre. Il avait pensé qu'il était l'irremplaçable, le visionnaire, le fondateur qui comptait. Et peut-être que dans un monde différent où je n'aurais pas écouté mon avocate, où j'aurais déposé les brevets au nom de l'entreprise plutôt qu'au mien, où j'aurais fait confiance au lieu de vérifier, peut-être que dans ce monde-là, il aurait eu raison. Mais pas dans celui-ci. Dans ce monde, le partenaire qui a essayé de me restructurer en un rôle consultatif a appris une leçon fondamentale sur le fonctionnement réel des entreprises technologiques. On peut remplacer un président directeur général. On peut remplacer un responsable du développement commercial. On peut remplacer le charisme, les contacts et la capacité à convaincre les investisseurs. Mais on ne peut pas remplacer la personne qui détient les brevets. On ne peut pas remplacer l'ingénieur qui a construit l'algorithme qui rend toute votre entreprise précieuse. On ne peut pas remplacer le fondateur qui se présente à des réunions sur une technologie que lui seul comprend. Et quand ce fondateur sort de votre salle de conférence et appelle son avocate, quand il révoque la licence qui vous permet d'utiliser sa propriété intellectuelle, quand il vous force à admettre devant 23 investisseurs que vous avez menti en disant avoir bâti l'entreprise seul, c'est là que vous apprenez la différence entre être charismatique et être irremplaçable. Marc a appris cette différence à 8h03 du matin, un mardi, quand son téléphone a explosé d'appels paniqués et qu'il a réalisé que « j'ai bâti cette entreprise seule » devient « j'ai détruit cette entreprise seule » au moment où le véritable bâtisseur prend ses brevets et s'en va. J'ai bâti Securitech, pas Marc. Et quand il a essayé de s'attribuer le mérite, a essayé de m'effacer, a essayé de restructurer la propriété, je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas battu. Je ne me suis pas défendu dans cette salle de conférence. Je suis simplement sorti, j'ai appelé mon avocate, et je l'ai laissé apprendre qui possédait réellement les fondations sur lesquelles sa carrière était bâtie.